Bien, bonsoir à tous, bienvenue à notre première webconférence de l'année 2021. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre et nous vous en remercions. Alors pour ma part, je suis Eric Bonneb, donc fondateur de Secret Planet, comme vous le savez, donc un tour opérateur basé à Lyon qui propose des expéditions, des voyages d'aventure et nature avec nos activités Tamera pour le trek, Expedition Unlimited pour la haute altitude et le polaire et Saiga pour les voyages en lien avec la préservation de la biodiversité. Alors, aujourd'hui, on a le grand plaisir de nous entretenir et d'avoir sur notre plateau virtuel donc Laurent Boivot, qui est non seulement un accompagnateur, un grand trekker, on peut dire un aventurier, un photographe, il est auteur également. Il a vécu longtemps, il a longtemps accompagné dans le Sahara, en Afrique subsaharienne également, et dans l'Himalaya. On a la chance de travailler assez souvent avec Laurent et on le remercie pour sa confiance. Donc Laurent est bien connu des plus fervents trekkers d'entre vous, notamment pour ses grandes traversées dont il va nous reparler longuement, notamment celle du Népal, je crois que c'était en 2015, et plus récemment la Nouvelle-Zélande. Merci de noter que dans 15 jours, ma collègue Barbara recevra Caroline Guibet-Lafaille, qui est une scientifique et une grande aventurière, qui va à peu près dans tous les pays les plus compliqués de la planète et avec qui j'avais eu le plaisir de faire une reconnaissance en 2016 dans le corridor de Waran en Afghanistan. Voilà, et le sujet de cet entretien dans 15 jours sera « Voyager en étant une femme ». Mais pour l'heure, nous allons donc rejoindre Laurent, que nous sommes très heureux de te retrouver. Bonsoir Laurent, comment vas-tu ? Ouais, ça va bien. Il neige plein, donc pour nous, c'est super. Le tourisme est un peu ralenti en station, mais on a de la neige, donc il y a des belles sorties à faire. Oui, on peut préciser que tu es à Courchevel, là, c'est ça ? Oui, je suis sur la station de Courchevel, ouais. Exact. Avec les remontées mécaniques, donc malheureusement, toujours. Tout est fermé, mais on a du très, très bon ski à faire. Il y a de la raquette, il y a toutes les autres activités. Bon. L'entretien qu'on a réalisé donc il y a quelques jours pour éviter des soucis techniques du direct, donc il va suivre, dure à peu près une demi-heure. Bon, vous allez voir, il est riche et surtout illustré donc des photos de Laurent qui sont magnifiques. Donc moi, j'accompagne, je monte des voyages et je fais mes petits voyages pour moi depuis maintenant 25 ans. Dans une autre vie, j'étais enseignant, j'étais prof de PS, ça commence à dater. Donc ça, c'est fini, on a laissé de côté, donc c'est terminé. Et puis j'ai vraiment commencé à voyager, encadré 95-96. J'ai passé l'accompagnateur en montagne parce que je ne suis pas allé au guide en faisant la grosse feignasse. Donc je suis devenu accompagnateur en montagne. Et puis j'ai bossé à droite à gauche. Après, j'ai bossé pour des grosses structures. Puis après, je me suis mis à mon compte. Et puis maintenant, c'est quand même une partie avec Tamera actuellement. Et puis à côté, moi j'ai toujours fait de la photo, donc à un moment j'ai réussi à rejoindre tout, hein, les voyages, la photo, l'écrit, sortir des livres, m'occuper de récits dans les magazines. Donc là c'est un ensemble qui me semble assez équilibré pour moi, qui me convient. Moi je viens de Nantes, donc je viens de la Bretagne, je viens de la côte atlantique. Donc à la base j'étais quand même plus un voileux. Et puis avec la famille, on s'est toujours baladé en montagne, que ce soit les Pyrénées, les Vosges, le Jura, pas trop les Alpes, mais plutôt les petites zones. Et puis j'ai toujours aimé. Et puis quand j'ai fait mes études à Montpellier, je me suis vraiment retourné plus vers la montagne. Et puis après, ça ne m'a pas lâché. J'ai passé l'accompagnateur et puis voilà, je suis resté dedans. J'ai une logique qui est assez particulière. J'aime pas faire les choses à moitié. J'aime pas aller dans un coin pour dire ça y est, je suis allé, c'est fait. Non, il faut que le voyage corresponde à l'idée que j'en ai du pays, de la région ou de ce que j'ai en tête. J'aime voyager, j'aime voyager à pied, hein, ça c'est clair. C'est comme ça que j'aime faire. Mais je ne suis pas un collectionneur, quoi. Tu vois, j'ai passé 16 ans au Sahara, là ça fait 7-8 ans à Madagascar. L'Himalaya, ça va faire plus de 20 ans. Je ne suis pas un spécialiste d'autres régions. Pour devenir spécialiste, il faut passer du temps quand même, hein. Donc ceux qui sont spécialistes du monde entier, ça fait un peu étrange. Donc il y a plein d'autres coins où j'aimerais aller. Un, j'ai pas le temps. Et deux, je suis concentré sur des zones qui me correspondent et que j'aime, donc j'y retourne.
Quand j'ai passé l'accompagnateur, j'ai commencé par encadrer en France. J'ai fait pas beaucoup de saisons, j'ai dû faire 2 étés. Et puis, c'était bien, mais pour parler crûment, je trouve qu'il n'y avait pas assez de bordel en France. C'était bien, il y avait des bons chemins, on allait d'un refuge à l'autre, il n'y a pas de souci. C'est très intéressant, on rencontrait plein de gens. Mais j'aime bien quand c'est un peu, allez, comme on dit là, le foutoir. Après, je rouspète quand il y en a trop, mais j'aimais bien. Donc, j'ai commencé à démarcher quelques petites agences françaises qui à l'étranger. Donc, j'ai fait mes armes dans plein de pays bizarres où c'était vraiment pas simple. Mais ça m'a donné un petit CV qui était au Sahara. J'ai commencé par le Niger. Et puis après, j'ai basculé sur une grosse agence qui cherchait un spécialiste du Niger. Donc, comme j'avais fait des voyages au Niger, j'ai commencé au Niger dans cette grande agence. Et après, j'ai passé 16 ans dans le Sahara à monter, à encadrer, et surtout à monter à la fin, que beaucoup de grosses traversées. Et puis, tu entends des choses plus simples. Et puis, de fil en aiguille, comme j'avais la passion de l'Himalaya en même temps, et j'ai pu trouver du boulot en Himalaya. J'ai passé du temps au Kenya, beaucoup de temps. J'ai redéveloppé beaucoup de voyages en Éthiopie. Et tout ça, ça m'a pris, je suis resté 16 ans, 20 ans dans cette boîte. Ouais. Puis après, je me suis mis à mon compte. Mais le Sahara est resté toujours la passion centrale avec l'Himalaya. Mais bon, en suivant les problèmes géopolitiques, le Sahara a disparu pour moi. Après, je sais que Tamera retourne en Algérie, fait des petites choses à droite à gauche qui sont belles. Hein. Mais bon, c'est plus le Sahara que je connais. Donc pour l'instant, je reste en stand-by sur le Sahara. Parce que chaque coin a sa caractéristique. Hein. Je ne peux pas comparer la Mauritanie avec le Tchad, par exemple. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes ambiances, ça n'a rien à voir. Après, dans l'absolu, ouais, je mettrais Tchad, Niger, et après Algérie et Mauritanie, mais ça, c'est vraiment perso. Tchad, Niger, j'aime bien parce que c'est un peu comme l'Himalaya, c'est un milieu vivant. Il y a des gens, il y a des caravanes de chameaux, c'est pas un désert mort, quoi. Alors que l'Algérie, c'est super beau, c'est esthétique, mais c'est souvent un désert mort. Il n'y a plus d'habitants. Dans les Tassili, à Tadrar, tout ça, il y a longtemps qu'il n'y a plus personne. Alors que le Tchad, le Niger et la Mauritanie, il reste beaucoup de monde. Quoi. Alors en Mauritanie, j'ai fait quelque chose qui doit ressembler à ce que tu vas faire. Hein. Je faisais les grandes descentes de Ouadane jusque là où il y a les crocodiles, là, dans le Tagant. Là. Donc ça, j'en ai fait. J'ai fait Tamjanet aussi, qui était quand même une belle expérience. Au Niger, alors là, ça commence à dater, mais c'était des remontées de l'Aïr jusqu'à Reshima, donc c'est vraiment très au nord. Et puis au Tchad, j'ai fait beaucoup. Ouais, j'ai fait des gros trucs de 3-4 semaines et je suis allé 2 ou 3 fois dans le gouffre de Koboué, donc descendre et remonter après, sortir très loin. Et puis dans les Mikoussi, on a fait des gros trucs aussi. Quoi. Et puis j'ai fait une traversée qui faisait aussi. J'ai oublié le nom, ça commence à dater. On arrivait, comment ça s'appelle, dans le Hogar par 3 semaines de Méharé, plus à l'ouest. Ouais, ça manque, hein. J'ai mis du temps à digérer. Donc maintenant, j'ai digéré le Sahara. Et puis, si un jour, par le plus grand des miracles, ça redevenait correct, je pense que j'y retournerai. Bon, c'est une époque qui est révolue, hein, parce qu'à l'époque, on faisait pas vu, pas pris. Donc, on faisait des treks dans les parcs avec les Maasai à pied, des trucs qu'on n'a vraiment plus le droit de faire. On rentrait d'un coin, on sortait d'un autre. On jouait avec les animaux, c'est pas le terme exact, mais on faisait gaffe. Il y avait les rhinos, il y avait les buffles. On dormait, on campait au bord des rivières. C'était une autre époque. En Éthiopie, j'ai monté beaucoup, beaucoup de voyages, plus dans le nord que dans le sud, parce qu'avec les ethnies du sud, vu qu'il y en a quand même beaucoup d'ethnies qui bougent, c'est beaucoup plus compliqué de monter un voyage, parce qu'il faut retrouver les villages, chaque fois ils ont changé, donc des fois il n'y a pas d'intérêt entre les deux villages, mais il y a l'intérêt des rencontres. Donc en étant plus dans le nord, j'ai fait des grosses traversées qui faisaient Simiens-Salibella. C'était des gros 3 semaines de marche avec des ambiances phénoménales, avec des lieux sans touristes, avec voilà, beaucoup de souvenirs. J'ai passé beaucoup de temps dans le Tigré, mais là, le Tigré, avec les problèmes actuels politiques du coin, c'est mort. Et puis, on avait développé beaucoup de voyages dans les églises troglodytes, parce qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas exploités, donc on faisait des gros trucs. Et puis, j'ai fait partie des premiers qui faisaient des voyages avec des caravanes de dromadaires pour descendre dans le Danakil. Et on faisait à pied, par contre, tout le Danakil et l'Ertalé, pas en 4x4, on faisait tout à pied, donc c'était vraiment compliqué. Il y avait des grosses chaleurs là-bas. J'avais perdu le Sahara, hein, c'était réglé. L'Afrique n'était pas en bon état pour moi pour le trek. Il y a eu des problèmes au Kenya, l'Éthiopie, j'avais pas fait le tour, mais je voulais passer à autre chose.
Et puis j'ai ouvert la carte et j'ai regardé où je pouvais faire des treks encore en Afrique, parce que la relation avec l'Afrique est pour moi importante et c'est l'ambiance qu'on ne retrouve pas ailleurs, que j'ai pas retrouvé ailleurs. Donc j'ai vu Madagascar et j'avais un copain français qui était installé à Madagascar et qui est marié avec une malgache, qui a des enfants et tout. On travaillait ensemble sur d'autres sujets et je lui ai dit, moi j'ai envie de venir à Madagascar et puis on va monter des voyages. Et puis c'est comme le Népal, quand je suis parti, on m'a dit non, mais au Népal il n'y a plus rien à faire, Madagascar il n'y a plus rien à faire. Je dis, c'est pas grave, hein, je verrai. Et puis quand on fouille un peu, qu'on ouvre des cartes et qu'on marche, qu'on discute avec les gens, des choses à faire, ça a l'air sans fin. Donc j'ai monté plein de voyages à Madagascar. On a été les premiers à aller à Sakaleon, c'est une grande chute qui est devenue au parc national. J'ai fait des grosses traversées sur le corridor forestier. J'étais dans l'extrême sud faire des trucs assez bizarres avec des boutres et plein de choses. Donc Madagascar, c'est riche, il y a des tonnes de choses à faire. Et il y a du monde, donc beaucoup de connexions, de relations avec les gens. Puis après, il y a une faune, une flore, un truc intéressant. Madagascar, ça reste vraiment intéressant. Malgré tout la mauvaise image qui est véhiculée par les médias français. Et puis moi, j'avais vu le Macaï dans des reportages, j'avais dit, je vais aller dans le Macaï. Donc j'ai fait une reconnaissance avec des locaux. Mon copain Philippe m'a rien dit, mais après il m'a dit, il pensait que j'étais cinglé, que c'était n'importe quoi ce que j'allais faire. Et que c'était... Bon, il m'a laissé partir parce qu'il a eu confiance. Et puis au retour, on a fait combien 4 voyages très longs de plus de 15 jours. Et j'avais pris en plus des options assez radicales dans des coins vraiment perdus, pas sur la bordure facile du Macaï, mais par des zones vraiment perdues. Et puis moi, j'ai arrêté parce que c'était plus si simple. Il y a des nouvelles choses qui arrivaient. Et puis bon, voilà, j'avais fait 5-6 voyages, il fallait faire un peu autre chose. Madame, c'est grand, hein, c'est quand même plus grand que la France, donc j'avais d'autres choses à voir. Non, c'est le Sahara qui me manquerait le plus. Si je devais tout refaire en arrière et revenir, le Sahara me manque. Ouais. C'est les grands espaces, c'est les nomades. Moi, dès que ça bouge avec des nomades, je me sens bien mieux qu'avec des sédentaires. Donc la relation avec les gens du pays, là, ouais, c'est les grands espaces que je retrouve en Himalaya. Même si l'horizon est bouché par des montagnes, c'est de l'espace à l'infini, quoi. Qu'on ne retrouve pas, je ne retrouve pas ailleurs. Je voulais aller en Himalaya, mais ça se faisait pas. Soit je travaillais, soit j'avais autre chose, soit c'était pas simple. Et puis un de ces quatre, il y avait un copain qui bossait au Ladakh. Et puis j'ai regardé ce qu'il faisait, j'ai regardé ce qui existait, et puis j'ai dit, bon allez, moi je veux la DAC. Donc j'ai pris mon sac à dos, tout le matos en solo, puis j'ai fait 45 jours pour voir à quoi ça ressemblait un peu, toutes ces hautes altitudes. Et finalement l'altitude ne me gênait pas, et puis ça s'est bien passé, et puis j'avais mis le petit doigt dedans ou le bout de la chaussure, et puis tout s'est enchaîné, et puis après j'ai continué jusqu'à aujourd'hui, quoi. J'ai commencé par la DAC parce que dans les années 2000, tout début des années 2000, c'était moins. Il y a moins de monde de la DAC, le Népal, le Khumbu, l'Everest, donc j'ai voulu faire un truc qui était un peu différent. Le Népal, tu vas avoir par exemple, le coin où j'aime le plus balader, c'est le Haut-Dolpo, et en très haute altitude, tu as des éleveurs, tu as des champs d'herbe, tu as des nomades dans des zones vertes à 5000 mètres, ça, c'est pas le problème. Alors que la DAC, une fois que tu as les moutons d'altitude, c'est super sec, et puis dans les vallées, tu retrouves toute la verdure et les villages, mais c'est vraiment, ça n'a rien à voir, quoi. Et puis, autant j'adore le Ladakh, hein, je ne crache pas sur le Ladakh, c'est un coin que j'adore, j'aimerais y retourner d'ailleurs. Mais le Népal, de par sa dimension, pour moi, c'était un terrain d'exploration beaucoup plus large, quoi. Le Ladakh, j'ai arrêté un peu parce que ça va peut-être faire prétentieux, mais j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Sur les cartes, quand je mettais tous les coins où j'étais passé, il restait quelques petites vallées par-ci par-là. Donc, voilà, j'ai préféré j'ai préféré passer plus de temps au Népal parce que quand vous rentrez du Far West et que vous allez au Kanchenjunga, quand on fait la traversée, ça fait quand même 1400 km, 1200, 1400 selon par où on passe. Il y a une variété de paysages et de gens et de cultures et de choses qui se passent qui font que je m'y retrouvais plus. Même si Ladakh, ça reste un coin merveilleux, j'aimerais bien retourner, ça c'est clair. J'ai dû aller 12-15 fois au Dolpo. Et demain, si on y retourne, j'y retournerai avec joie. Là, j'étais pas retourné au Khumbu depuis 2003, je crois, quand on a fait la traversée pour Tamera. Et j'étais content de retrouver le Khumbu, même si ça a vraiment changé. Ça, c'est pas le problème. Mais j'étais content d'y retourner. Le Pakistan, c'était un coin de la tête, mais c'est des pays qui font rêver et on n'y va pas toujours. Il y a des coins, j'ai rêvé de l'Éthiopie, j'ai mis 20 ans à y aller. Le Pakistan faisait partie des choses. Et puis, je suis rentré au Pakistan par le ski Pulka, sur le Baltoro, sur toute la grande zone. Et puis de fil en aiguille, j'ai fini chez Tamera, encadré du Baltoro que j'avais fait l'hiver, au printemps. Et puis à pied, ça, c'était vraiment sympa aussi. Une autre ambiance, rien à voir.
Et puis, malgré l'image négative du Pakistan, hein, ça on peut pas, pour l'instant, c'est difficile de l'effacer. Ben, on se rend compte qu'en montagne, les gens sont super, quoi, comme partout en montagne, avec leur spécificité, hein, qui est liée à leur religion, qui est liée à leur histoire. Mais les rencontres sont sympas, les gens sont généreux, on retrouve vraiment les belles ambiances himalayennes, peu importe l'endroit, quoi. Et puis la Nouvelle-Zélande, j'avais ça en tête depuis longtemps. C'est le pays un peu fantasmé des grands espaces occidentalisés quand même. Donc en 2019, en novembre, après la traversée du Népal, boum, 4 jours après, j'étais parti en Nouvelle-Zélande. Et c'était un super voyage avec la Covid au 9/10 du voyage, où je suis resté bloqué 6 semaines et 2 jours à attendre, à manger de l'agneau, parce que c'était moins cher que le chou-fleur là-bas, donc c'était rigolo. Et j'ai décidé de ne pas rentrer, hein, parce que tout le monde se précipitait pour rentrer chez soi. Donc moi j'ai attendu là-bas, et puis j'ai fini la traversée. Et je suis allé sur l'île Stewart, la 3e île, où j'ai pu enfin voir des vrais kiwis dans leur milieu naturel. Donc ça, c'était sympa. Et après, je suis rentré en juin, au lieu de rentrer en avril. Ce qui me permet, en ayant fini la traversée, d'avoir des choses à raconter et des livres à faire peut-être. Et puis le problème, c'est l'engrenage, hein. J'ai fini la Nouvelle-Zélande, donc j'ai d'autres idées de traversée, évidemment, en tête. Mais j'ai plein d'autres idées, donc pour l'instant, je laisse en stand-by des trucs pour en poursuivre d'autres. Du nord au sud, plus l'île Stewart, ça a fait 3200 km. Mais l'altitude la plus haute, c'est 1900 et des broutilles, donc c'est pas non plus un truc très compliqué. C'est occidentalisé, donc il y a quand même beaucoup de balisage, donc se perdre, si on a un minimum de métier, c'est compliqué quand même de se perdre, hein. C'est pas simple. Mais bon, le nord, c'est particulier, j'ai bien aimé, il y a des spots vraiment très beaux, il y a la côte qui est magnifique. Mais pour l'ambiance, c'est l'île du Sud, hein. Il n'y a pas à tourner en rond, c'est l'île du Sud, et là, il y a des grands espaces, il y a des montagnes avec des glaciers. Non, c'est vraiment splendide. Du monde, pas trop quand même, hein, à part ceux qui faisaient traverser, puis les trekkers, ouais, un peu quand même. Dans les villes, les locaux. La relation avec les Maoris, c'est plutôt l'île du Nord, et puis c'est pas facile de rentrer en contact. Ils habitent sur des zones où moi je passais pas trop à pied. Donc j'ai rencontré du monde, mais bon, l'idée aussi c'était dans des zones un peu ouvertes et sauvages, donc on passe du temps. Il y a des périodes où j'étais seul, des périodes où j'ai des amis qui sont venus me rejoindre, et puis l'île Stewart, j'ai passé 12 jours, j'ai vu personne à part quelques chasseurs. La naissance des traversées, moi, c'est né, à part les petites choses que j'ai fait avant, j'avais monté la traversée du Sahara avec un copain Touareg. Pas la traversée complète, mais un gros truc quand même. Et puis, il y a eu les problèmes géopolitiques dont on vient de parler, donc j'ai dû annuler tout ça et jamais la faire. Donc après, maintenant, quand je décide d'une traversée, je ne m'occupe pas de ce qui se passe. Donc celle du Népal, c'est après le tremblement de terre, j'y suis allé. La Nouvelle-Zélande, j'avais posé la date, j'y suis allé. Maintenant, quand je vais faire une traversée, je ne m'occupe pas si c'est bon ou pas. Dès que j'ai l'idée, j'y vais. Ouais, je démarrais de Janet et je finissais sur la côte mauritanienne. Et je reliais tous les coins d'intérêt où j'avais passé du temps, en Algérie, au Niger. C'était pas une traversée coupée dans le sable pour couper dans le sable. Il y avait un intérêt pour retrouver les amis Touareg, retrouver les zones de transhumance. Ça aurait pris beaucoup de temps, c'était pas le problème. Mais il y avait un intérêt esthétique et de rencontre, pas juste tirer dans le sable pour tirer droit, quoi. Et quand j'étais jeune, en 92, j'ai fait la première traversée qui était pour moi assez simple, hein. C'était la traversée des Pyrénées, donc c'était quand même 40 jours. Super sympa, je découvrais les trucs un peu longs avec un gros sac. Bon, à l'époque, j'étais jeune, donc je pouvais porter des sacs encore plus lourds, mais c'était du grand n'importe quoi. Après, on a fait des traversées avec des copains, des trucs assez longs en Islande, entre copains. Et puis après, donc il y a eu le Sahara qui est passé à l'eau. Connaissant bien le Népal, et puis avec les possibilités des cartes et les connaissances de terrain que j'avais en 2015, un petit peu avant, j'ai décidé de traverser le Népal. Donc ça, on a fait ça avec une amie, Anne. Et c'était juste après le tremblement de terre, donc bon, voilà, c'était aussi pour donner une image un peu complète du Népal, en passant par des options assez radicales, hein, parce que j'aimais bien faire des trucs un peu bizarres. Et puis ce virus des grandes traversées, là, je l'ai vu que je l'avais, et puis que c'est mon truc, hein, d'où les voyages un peu longs que je propose, soit avec caméra, soit quand je suis tout seul. Pour moi, l'exploration, c'est pas un peu galvaudé, mais ça devient compliqué, parce qu'on est toujours sur la trace de quelqu'un, hein, faut pas rêver. Il reste des zones vraiment à défricher, oui, dans des forêts primaires, dans des coins paumés, je dis pas. Mais après, en montagne, il y a toujours quelqu'un qui est passé, hein, faut pas rêver. J'ai ouvert un petit col au Népal. Peut-être que celui-ci, personne n'était passé, parce que je suis tombé dessus par hasard, parce que j'étais coincé. Donc là, peut-être. Mais tout le reste, on essaie de rajouter. J'essaie de construire un itinéraire qui me correspond. Donc il faut qu'il y ait des belles choses, il faut qu'il y ait un peu du long, il faut qu'il y ait
Quand j'ouvre une carte, je vois ce qui me correspond. C'est dur à décrire, mais je vois. Le Népal, j'ai mis beaucoup de temps à la monter parce que sur le Far West, on n'avait pas d'infos. On a mis du temps avant de trouver les bonnes cartes. Donc se lancer, le timing était serré, donc j'ai mis du temps. La Nouvelle-Zélande, bah, tout existe, hein, c'est des chemins, donc ça c'est simple. Après, il y a d'autres idées, c'est clair. Mais le Népal, c'était vraiment. Celle-là, je l'avais en tête. Et il fallait que je la fasse. C'était une obligation. Et moi, quand je suis parti sur un truc qui est long, j'ai pas la fin en tête. Je dis, ah ouais, c'est dans 4 mois, dans 5 mois. Chaque jour est nouveau, même s'il y a des jours où il pleut, c'est l'horreur. On se demande ce qu'on fait là, ça c'est évident. C'est pas que du beau tout le temps. Mais chaque jour est nouveau, on s'occupe du ravitaillement, on avance et on se pose pas trop de questions, à part l'itinéraire et s'en sortir quand c'est un peu problématique. Mais je vois pas où est le. C'est toujours mettre un pied devant l'autre tous les jours. Après, faut avoir développé un bon instinct de rusticité. Hein, c'est ça le plus dur, c'est la rusticité. Une fois qu'on est habitué à la rusticité, manger peu, se laver moyennement et dormir pas toujours très bien. Une fois qu'on est habitué à ça, faut pas se poser de questions si on est capable ou pas, quoi. Il faut y aller. Quand j'avais 35 ans, je disais ah non, mais là c'est fini, je peux plus porter lourd. J'ai dit ça à 40, j'ai dit ça à 45, je viens de dire ça encore à 50, mais là il faut que j'arrête. Pour la Nouvelle-Zélande, j'avais pas mal de matos photo, encore j'ai diminué, mais j'avais pris l'option d'emmener un drone pour faire des images de drone en Nouvelle-Zélande. Donc je suis remonté à plus de 25. Donc je trouvais ça un peu lourd certains jours. En Himalaya, on a eu 16 jours d'autonomie en nourriture. Plus j'avais du matos photo, donc là je suis monté à 27. Donc le premier col à 5006 à 27 kilos, là je l'ai senti un petit peu. Mais on est tellement dans le truc à aller voir, bah, on va un peu moins vite et puis ça passe, quoi. Mais il y a des jours, on arrive le soir, on est atomisé. Donc j'aimerais bien redescendre en dessous des 20 à chaque fois maintenant. Donc c'est l'objectif. Mais je suis mauvais parce que voilà, j'ai des sales habitudes sur des choses, donc il faut que je diminue. C'est mon objectif prochain, c'est arriver à porter moins lourd sur des durées aussi longues. C'est un petit peu étrange parce que quand je fais une traversée qui me semble sympa ou quand j'invente un nouvel itinéraire qui me paraît dur, je regarde et je vois toujours quelqu'un qui a fait un truc de malade qui m'inspire. Alors je dis bah non, ok, j'ai fait un truc dur, mais là, lui ou elle, c'est pire. Alors après, il y a une dérive qui n'est pas la mienne. Après, on peut en discuter. J'aime pas traverser pour traverser. Quand certains, mais ça c'est leur truc, donc je respecte, quand ils coupent tout droit une grande traversée, je sais pas, de la Mongolie, où on tire tout droit avec un chariot, c'est un pur problème de logistique. On met de l'eau, on met de la bouffe, on met une durée où ça peut mal se passer, et puis on tire tout droit. Donc là, c'est le vide, on tire, on tire, on tire. C'est le moral. Il faut tenir là-dessus, c'est beau. Mais moi, il faut que j'ai un but dans cette traversée, quoi. Quand j'ai fait traverser le Népal, c'était rester le plus au nord possible de la frontière tibétaine et passer par tous les cols le plus au nord possible. J'ai choisi cet itinéraire parce qu'il me correspondait. J'ai pas pris là, j'ai acheté, c'était pas exactement elle, j'ai pas mixé avec un autre, et je voulais passer par là, c'était par là et pas ailleurs. Sauf bah, quand ils ont fermé le Langtang, j'ai pas pu y aller, j'ai dû faire un autre itinéraire. Mais il faut que l'itinéraire corresponde. Quand j'ai traversé la Nouvelle-Zélande, il y a une traversée qui s'appelle le Terra Aura, celui que j'ai suivi. Mais quand le Terra Aura devenait inintéressant, j'ai zappé les zones où on est sur le bitume, par exemple, et je suis allé sur les monts Aspering, je suis allé au Tangariro faire plus de jours pour compenser le fait que j'avais zappé des zones qui n'avaient aucun intérêt. Si c'est traversé pour traverser, j'ai pas besoin d'aller au bout de la Terre, hein. Je tire tout droit en France et il y a des belles choses à voir aussi. Donc moi, c'est vraiment, faut que l'itinéraire corresponde à ce que j'ai derrière la tête. Si c'est juste le moral, je ferme, je mets les œillères et je tire tout droit, et qu'après je raconte que j'ai souffert, que j'ai souffert, que j'ai souffert, quand je lis ces trucs-là, c'est pas mon truc, ça correspond à d'autres. Moi, c'est pas le mien, je respecte ceux qui le font, mais ma logique de traversée n'est pas celle-là. Au Népal, le fait de passer dans des coins qui étaient vraiment perdus, je savais qu'il y avait des gens au pâturage là-haut, dans les carcas qui étaient montés à l'alpage. Et comme je suis arrivé pendant la mousson, on se retrouve avec tous les éleveurs. Bon, c'était des éleveuses parce que les hommes étaient en caravane. On se retrouve dans les ambiances de malades qu'on ne peut pas vivre autrement. Il faut aller à la mauvaise saison, dans des vallées perdues, où ils sont en altitude avec les animaux. Alors que si j'avais tiré tout droit par une vallée plus en bas pour dire je traverse le Népal en moins de jours possible, bah, j'aurais zappé tout ça. Ok, j'aurais traversé le Népal, mais ce n'était pas le même Népal pour moi. La notion de le faire en moins de jours, ça ne rentre pas dans ma façon de faire. Là, quand j'ai traversé la Nouvelle-Zélande, bah, j'ai mis, je ne sais plus, 130 jours. Je fais partie des ceux qui ont traîné. Il y a ceux qui étaient en moins de 100 jours, ceux qui étaient en moins de 90, ceux qui l'ont fait en courant en moins de 30. Bah, c'est pas mon truc.
Et je passais pour un dinosaure parce que j'allais pas vite. Moi, j'allais vite, mais pas assez vite. Donc moi, j'ai du temps. S'il y a un coin qui est beau et que j'ai de la nourriture et que je trouve un beau lac au Népal pendant un gros voyage et que c'est sympa d'y rester, bah, je vais y rester. Tant qu'il reste à manger. Bah, celui de la traversée du Népal, c'est un bouquin quand même de récits et de photos sur ce que j'ai fait. Comme celui que j'ai fait sur la traversée du Népal. Il a été fait comme il a été fait. Il aurait dû être. On pourrait l'améliorer largement, mais pas plus de place. Le format n'est pas assez grand. J'ai plein de regrets sur ce livre, mais il existe et moi je l'aime parce que c'est lié à ça. Sur la Nouvelle-Zélande, j'ai 2 idées en tête. Il y aura un bouquin qui sera un bouquin pur d'écrit, un bouquin de poche, où je vais décrire la traversée, mais sous forme de nouvelles, sur des points particuliers, sur un coin, sur un mot, sur quelque chose d'autre, pour ne pas faire un récit jour 1 jusqu'à la fin. Et il y aura à côté un livre de photos, si j'estime que j'ai assez de belles photos pour faire un truc. Bon, en France, il n'y a rien, donc évidemment, ça serait pas mal. Donc à voir. Mais après, un, un livre où je raconterais pourquoi j'ai mes traversées, comment je les sens et comment je les fais, ouais, c'est un gros travail là. Je ne sais pas si j'ai capacité d'écrire quelque chose là-dessus. Il faut du temps, il faut du recul. C'est toujours les travails perso, donc des fois, être à deux, ça m'intéresserait de faire des bouquins sur, où je partirais à nouveau à deux, comme j'ai fait sur le Népal. Donc les idées sont là, la personne est là aussi. Et puis raconter des traversées avec 2 angles de vue, avec 2 sensibilités, 2 choses complémentaires ou qui se rejoignent. Donc ça, c'est partie des idées que j'ai en tête. Et dans ces idées, il y aurait la première idée, c'est une personne qui me correspond et on marcherait ensemble et on aurait 2 angles différents. Et puis j'ai dans l'idée aussi de repartir faire des gros voyages au Dolpo. Et là, j'emmènerai un ami très bon, un grand peintre, un grand sculpteur, et on aurait nos 2 visions et on mélangerait dans un livre de la peinture magnifique et puis moi avec ce que je saurais faire en photo pour équilibrer avec lui, quoi. Donc ça, c'est les restes des grosses idées, quoi. Mais en général, quand j'ai une idée qui arrive, c'est foutu, hein, je vais l'amener au bout, quoi. Là, la Covid a juste pour moi réveillé, peut-être chez les gens, hein, pas chez moi, réveillé ce que c'est que le voyage, quoi. Moi, j'ai toujours pris l'option voyager moins, mais longtemps. Quand je suis dans un coin, c'est pour le découvrir et prendre le temps. Les voyages zapping d'une semaine dans des zones qui ne correspondent pas à ce genre de voyage, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Donc là, si d'un seul coup, on peut moins voyager, pour plein de raisons, mais que les gens fassent un voyage et que ça dure, on va dire, un mois, pour faire simple, je préfère ça que d'enchaîner 4 petits voyages pour dire je suis allé là, j'ai vu, j'ai fait, je ramène 3 photos que je vais stocker dans un ordinateur et que je ne regarderai jamais. Donc je préfère que les gens passent du temps avec nous. Quand je dis avec nous, ceux de terrain, ça peut être l'agence, ça peut être moi, comme les guides locaux. Ça, c'est pas le problème. Qui passent du temps, qui ait une relation aussi bonne qu'elle puisse être, qui se noue, et que les gens reviennent. Et que les gens passent du temps à découvrir sur des périodes longues. Et la Covid va mettre ça en avant. Je pense que les voyages charter, ça va être très compliqué, hein, parce que l'aérien, il va avoir du mal à s'en remettre, et puis les prix d'avion ne vont pas être ce qu'ils sont. Et donc, je pense que les gens voyageront moins, mais mieux et plus long. Après, on va nous dire, oui, mais ça va réserver une élite qu'on les finance, qui pourront. Mais ça, je l'entends depuis que j'ai commencé à voyager. Quand j'ai commencé à voyager seul au Népal, bah, je n'allais pas au Népal faire mon voyage tant que je n'avais pas économisé pour faire le voyage dont je rêvais. Je n'allais pas faire un truc moins bien juste pour dire je suis au Népal. Bah, s'il me fallait un an d'économie de plus pour faire le voyage que j'avais en tête, j'attendais. Donc je faisais partie de ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer un voyage en agence à l'époque. Donc j'attendais et je me faisais un voyage long. Je n'allais pas juste faire la vallée de Katmandou pour dire je suis allé au Népal. Donc le tourisme de masse avec les problèmes que ça soulève à chaque fois dans tous les pays, il n'y en a aucun qui a échappé au tourisme de masse et le même résultat était pareil partout. Donc moi, ce n'est pas ma tasse de thé, je préfère les choses longues en petits groupes. Moi, je peux donner des infos, les gens peuvent s'intéresser aux locaux et discuter avec eux tant bien que mal, et puis nous, on fait l'interface et on sert à quelque chose, vraiment, on sert à quelque chose. Donc c'est comme ça que je vois, dans mon domaine du trek, l'avenir du voyage. Il y a le projet très particulier qui est au mois d'avril, qui va se passer au Pakistan, qui sera en ski pulka. Après, il y a les 2 nouveaux voyages en Europe, en France, Pyrénées et Savoie. Donc ça c'est intéressant de refaire les choses par chez nous, voir un peu différemment.
Il y a le Pakistan avec lequel je reste avec vous toujours, hein, et puis on va voir pour retourner au Baltoro, refaire certainement le Gondogoro ou voir autre chose dans le coin, mais je pense qu'on va repartir sur les choses qui existent et comme c'est une reprise après la coupure, on va pas partir dans tous les sens. Même si les idées avec Barbara Delierre qui dirige le Pakistan, il y en a quelques-unes vraiment intéressantes, donc on va voir ça. Après, il y a le Bhoutan, on va enfin y aller, et puis il y a les nouveautés sur le Népal, des idées qu'on va mettre en place avec David. Moi j'ai mes idées, et puis on va essayer de faire ça pour novembre. Voilà. Et puis surtout, là j'y serai pas, mais il y a votre traversée du Népal à nouveau, là, qui a l'air quand même plutôt bien engagée. Donc je serais intéressé de voir comment ça va le faire. Mais vu qu'on a bien formé les équipes la dernière fois, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Eh bien voilà, je ne sais pas si vous avez le son. Merci Laurent encore pour cet entretien. On va te retrouver tout de suite. Alors moi j'ai dit une grosse bêtise tout à l'heure. Alors il faut absolument que je rectifie. Barbara m'a appelé pour me le dire. En fait j'ai confondu deux Caroline. Bon, Caroline Guibé-Lafaille dont j'ai parlé et qui devrait d'ailleurs faire l'objet d'une webconférence prochainement, donc qui est une femme exceptionnelle. Mais la Caroline dont il s'agit dans 15 jours pour la webconférence avec Barbara, elle est non moins exceptionnelle, c'est Caroline Riegel, en fait, qui est ingénieure hydraulicienne, qui est photographe, autrice, réalisatrice, et elle a notamment réalisé ce film qui s'appelle toujours d'ailleurs Semeuse de joie aux Anscars, qui est un film magnifique sur une nonnerie aux Anscars. Voilà. Et puis on a collaboré avec Caroline aussi sur un très beau film documentaire en Ouganda qu'elle présente dans les séries de connaissances du monde. Et derrière moi, alors je ne sais pas si vous voyez, enfin on en voit au moins une, il y a un certain nombre de photos en noir et blanc qui sont également de Caroline Riegel. Voilà. Donc, cette erreur est réparée. On va pouvoir passer aux questions. Donc, un entretien qui a suscité de nombreuses questions avec des demandes d'avis et autres, mais on va commencer tout de suite. Donc, Sylvie nous demande, puisque tu ne peux plus retourner au Sahara, est-ce qu'il y a d'autres déserts qui te tentent, Atacama, Gobi, etc. Laurent, c'est à toi. Oui, alors, ça c'est une question qui revient assez souvent. Donc, j'ai fait des voyages dans le désert de Gobi, parce qu'il fallait que je retrouve des camélidés. Donc l'avantage de l'Asie centrale et surtout de la Mongolie, il y avait cette relation à l'animal qui m'intéressait avec les nomades. Mais ce que j'aime, c'est vraiment le Sahara. Le Sahara est un désert, mais très particulier. Donc il y a d'autres déserts, ça doit être très intéressant aussi, mais ce que j'aimais, c'était le Sahara. Donc je ne m'éparpille pas pour aller voir toutes les zones désertiques du monde. Le Gobi m'intéressait et le désert du Thar m'a intéressé. Je suis allé faire des choses dans le désert du Thar. J'avais monté un très beau voyage avec aussi des dromadaires et puis les locaux. Sauf qu'une fois que j'ai monté le voyage, l'Inde m'a jamais donné les autorisations parce que j'étais trop près de la frontière du Pakistan, donc ça s'est jamais monté. Mais j'ai bon espoir. Florence dit Éthiopie d'Anaki, il paraît que suite à la construction de la route, il n'y a plus de caravane de chameaux qui va récolter le sel. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises parce que je suis pas retourné depuis quelques années. Donc, moi, je suis parti, la piste arrivait et puis il y avait une exploitation de phosphate sur le Dalol. Mais au prix où est vendu le sel, c'est du sel pour les animaux, hein, ce qu'on remonte en plaquettes, ça coûte quand même rien. Donc, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas encore des caravanes qui vont jusqu'à l'emplacement où on dépose le sel pour qu'on les charge après sur les camions. Donc ça sera vérifié, mais j'ai pas les données. Oui, alors pour notre part, comme on organise encore ce voyage, oui, il y a encore quelques caravanes. C'est sûr qu'il y en a moins qu'à l'époque où Laurent y allait, mais bon, il y en a encore quelques-unes. Micheline, Laurent, si vous aimez les grands espaces, est-ce que vous avez été en Mongolie? Et notamment, comme vous aimez les nomades. Donc là, oui, j'ai répondu juste avant, parce que dans le désert de Gobi, je suis allé quand même plusieurs fois. Et en Mongolie, j'ai fait quand même un certain nombre de voyages. Donc j'aime y aller, c'est des grands espaces. La partie centrale où il y a vraiment beaucoup de pâturage, c'est pas spécialement fait pour le trek, il vaut mieux se déplacer à cheval. Et ça, je sais pas faire. Donc ça, c'est réglé. Par contre, toute la partie nord avec toute la zone de montagne, la partie ouest et la partie sud,
Alors, le désert de Gobi, ça ne veut pas dire grand-chose parce que le Gobi, ça veut juste dire désert chez eux. Donc, moi, j'en avais trouvé un qui me correspondait bien au sud, très très loin de tout, loin du tourisme et proche des nomades, et c'était vraiment magnifique. Après, de temps en temps, je fais un départ en Gobi, mais pardon, je recommence. De temps en temps, je fais un départ en Mongolie. Par contre, comme j'ai dit dans l'interview du début, j'ai pas du tout cet estampillage spécialiste. Donc je réponds, je bafouille. J'arrive pas à remplir très très bien les voyages en Mongolie, mais j'espère que ça changera. Il faut qu'on en organise un ensemble. Alors, Hervé qui nous dit l'Afrique reste-t-elle très exposée et dangereuse pour les Occidentaux, menace islamisme dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et maintenant d'Afrique de l'Est. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, je suis pas un spécialiste géopolitique, mais le peu que j'en ai vécu, le peu que je sache, le Sahara, il reste des zones où on peut aller. Les trois quarts, les 9/10 du Sahara, ça me paraît bien compliqué. Quand on est à la frontière du Tchad avec le Cameroun et le Nigeria, tous ces coins-là, c'est quand même pas top. Donc c'est pas simple. J'ai bon espoir qu'un jour ça rouvre, mais tout le Sahara, j'ai comme des doutes quand même, hein. La Mauritanie, ça reprend un peu, donc si ça pouvait s'améliorer par la Mauritanie, je serais assez content. Mais bon, vous vous rappelez des interventions de la France au Mali, que c'est juste à côté quand même, et les frontières sont assez poreuses. Donc je reste vigilant. La Nouvelle-Zélande paraît accessible à tout le monde car l'altitude est très moyenne pour des seniors en bonne santé. Est-ce bien le cas? Alors, je sais pas si je suis un senior en bonne santé, hein, je vais attendre encore un petit peu. Je sais pas quand ça démarre senior. En ski, ça démarre super tôt, donc j'espère qu'on parle pas de la même chose. Donc oui, on peut faire beaucoup de choses en Nouvelle-Zélande. Par contre, dès qu'on attaque le trek pur à la néo-zélandaise, il y a énormément de cabanes, de refuges, tout ce qu'on veut, sauf que c'est jamais gardé. Bah, quand c'est gardé, il n'y a pas la cuisine. Ils vous font pas les refuges avec les plats comme chez nous. Donc dès que vous commencez à faire des beaux treks en Nouvelle-Zélande, il faut porter. Il faut porter sa nourriture, il faut tout porter. Donc c'est oui, les treks pour seniors en très bonne santé. Sinon, au niveau difficulté, non, il n'y en a pas vraiment. À part la météo qui peut être changeante. On vient d'avoir une question qui rejoint un peu celle de l'Afrique tout à l'heure, mais bon, moins géopolitique, il s'agit de l'Éthiopie, effectivement, qui brasse depuis des millénaires, enfin, en tout cas un millénaire de toutes les religions musulmanes, chrétiennes, etc., où règne effectivement la tolérance. Alors, ce qui se passe au Tigré ne le montre pas tout à fait, mais bon, c'est plus problème ethnique que religieux. Est-ce que toi, tu as ressenti justement dans tes expériences cette tolérance entre musulmans et chrétiens notamment? Oui, en Éthiopie, c'est assez sympa pour ça. Il y avait, de l'extérieur, il y a un grand respect de chaque religion. Par contre, il y a des endroits quand même, ils se mélangeaient jamais. Vous pouviez pas, les musulmans se mélangeaient pas avec les chrétiens, ils se mariaient pas ensemble, ils mangeaient pas les uns chez les autres. Donc il y avait quand même des ruptures assez importantes. Mais là, c'est dommage que le Tigré ait un peu changé d'option parce que, changé d'option. Il se passe quand même des choses assez spécifiques, et alors que la relation avec le pays voisin s'était quand même bien améliorée. Donc là, le Tigré, j'ai suivi ça d'un peu plus loin. J'ai appelé mes amis éthiopiens il y a pas longtemps pour qu'on en discute. Et ça leur posait problème parce que bon, ça fermait le pays sur une grande zone et ils savaient pas comment ça allait régler ça parce que là, c'est quand même un gros règlement de compte, hein, entre bandes rivales politiques et un peu tout ce qu'on veut, quoi. Donc la religion, on se met dedans, mais il n'y a pas vraiment que ça sur le Tigré, quoi. Mais j'espère que ça va s'améliorer parce que c'est quand même un pays qui est assez incroyable et il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Bon, il y a Pierre qui te demande si tu es d'accord avec lui. Donc, il est allé au Ladakh, il est monté au col de Kardungla, à plus de 5500 mètres. Et bon, il a trouvé ce pays merveilleux comme le Népal. Et bon, il trouve que les habitants, ils sont super sympas. Bon, qu'en penses-tu? Je pense qu'on prêche un convaincu. Oui, oui, là c'est réglé, oui, oui, bien sûr. Dans le Ladakh, on peut y aller une bonne dizaine de fois en faisant des choses radicalement différentes. Il y aura toujours des rencontres et des grands espaces. Et non, ça reste un pays. C'est pas un pays le Ladakh, mais ça reste une zone himalayenne qui est vraiment intéressante et qui est complémentaire aux autres. Donc, je vous invite à aller faire un tour si vous avez l'impression d'avoir pas tout vu au Népal, mais que ça se ressemble. Donc, allez faire un tour au Ladakh et vous verrez, vous serez agréablement surpris. Il y a Annie qui te demande si tu es allé au cirque de Chukung au Népal.
J'imagine que oui, on peut admirer une quantité de pics de plus de 5000 mètres, dont le Lhotse, le Nuptse, la Madablanc, etc. Oui, alors, bon, je ne savais pas qu'on appelait ça le cirque de Chukung, mais Chukung, ouais, c'est le dernier village à l'est quand on est au Khumbu. Et j'y suis allé plusieurs fois, dont on est allé ensemble avec la traversée du Népal, parce que c'est de là où on va traverser l'Amphulapsa et puis après le West Pass et le Sherpani pour arriver au Makalu. Donc Chukung, ouais, je suis allé déjà 2-3 fois. C'est vrai qu'il y a un panorama qui est génial. Et de Chukung, bah, c'est souvent de partir de là qu'on va sur l'Island Peak ou l'Imjatse, hein, qui est la même chose. Et c'est là où on a une belle vue. Mais Chukung, les gens le zappent un peu trop parce que c'est loin dans le Khumbu, mais ça vaut vraiment le coup d'y aller. Comme dit, c'est Annie ou je ne sais plus le prénom. Oui, il y a un panorama qui est assez exceptionnel. Bon, il y a pas mal de questions qui se pressent en même temps que je te les pose, ce qui me demande de manipuler mon ordinateur très très vite. Alors ensuite, donc ça c'était Annie. Paul, Pakistan, hormis le Gondogoro, quels sont les treks soutenus que tu conseillerais au Pakistan? Alors, au Pakistan, vraiment dans la version himalayenne, tous les treks sont un peu soutenus parce que c'est un environnement qui est radicalement différent du Népal. Mais on a en projet, vous le verrez, j'espère l'année prochaine, on verra, il y aura une chose qui sera assez sympa et un peu soutenue quand même pas mal soutenue autour du Nanga Parbat. Donc ça, il y a des choses à faire. Et après, il y a beaucoup de choses à défricher, à aller voir un peu plus à l'ouest. On a des projets. Il faut prendre un peu plus de temps parce que c'est un pays où les infrastructures routières ont progressé beaucoup plus rapidement qu'au Népal, par exemple. Donc, il faut les vérifier si ça passe ou si ça vaut le coup de faire des transferts, ce qu'on peut faire. Mais il y a matière et vous les découvrirez d'ici peu. Mais le Nanga Parbat, vous pouvez garder ça en tête. Ça va arriver d'ici un an. David qui demande si tu es tenté par les traversées aux États-Unis ou sur les continents nord- et sud-américains. Ça, c'est pas gentil de me parler de ça. Donc oui, le Pacific Coast Trail fait partie des choses que j'ai en tête. Pareil, hein, c'est pas très compliqué. C'est un gros chemin assez large, balisé et on risque pas de se perdre des masses. Par contre, c'est clair qu'au niveau paysage et au niveau scénique, c'est juste merveilleux. Donc oui, je ferai ça un de ces quatre. J'ai du temps parce que comme c'est pas bien compliqué, je peux le faire encore dans quelques années. Donc ça sera une des choses qui fait partie de la to-do list, hein, comme on le dit si bien. Après, la to-do list, elle est un peu trop grande, donc il va falloir faire un tri. Mais ça, ouais, ça en fait partie et ça va arriver. Il y a France qui dit, mais qu'entends-tu par soutenu? Il y a d'autres questions par rapport justement au niveau des treks, etc., que j'aborderai tout à l'heure. Peut-être de ton point de vue, c'est quoi soutenu? Parce que c'est vrai que bon, je pense que il y a beaucoup de choses que toi tu as faites également seul, bon, ou alors en accompagnement, mais avec des participants très aguerris. Donc comment tu jauges un peu les niveaux des treks, des gens qui t'accompagnent, voilà. Qu'est-ce que tu appelles toi soutenu? Est-ce que soutenu c'est très difficile pour le commun des mortels ou est-ce que c'est accessible? Donc oui, soutenu, il faut le voir ça sous plusieurs angles, hein. Quand je suis tout seul et que je trouve que c'est soutenu, c'est que j'ai un peu abusé en général. Mais là, on parlait au niveau d'un groupe. Donc un groupe soutenu, pour moi, c'est on va marcher souvent pas loin des 3 semaines. Donc comme j'ai dit dans l'interview, il y a un peu de rusticité, manger un peu toujours pareil, même si c'est très bon. Il y a dormir sous tente, il y a tout ce qui est lié au trek long. Donc c'est ça que j'appelle soutenu. On va pas commencer à faire des journées de 14 heures, ça c'est même pas en rêve, sauf si obligation ou si problème. Mais c'est des journées qui s'enchaînent à raison de 6, 7 heures, 7 heures et demie par jour, ce qui ne représente pas une somme énorme, hein, parce que vous êtes levé de bonne heure, on a fait vite les 7 heures, mais il faut compter 3 semaines de trek pur. Donc là, j'estime que ça commence à être soutenu. Après, il y a peut-être une question de dénivellation aussi. Oui, bah là, on parle Himalaya, donc en Himalaya, oui, le dénivelé et l'altitude comptent toujours. On peut pas, que ce soit dès qu'il y a un col, souvent au Népal ou au Pakistan, on est quand même vite à 5000. Donc il faut prendre ça en compte, évidemment. Ça fait partie des journées obligatoires. Même si au Pakistan, on enchaîne un peu moins de cols sur sur un voyage parce que la structure du terrain est faite que c'est des grandes vallées qu'on remonte, qu'on coupe plus ou moins. Et c'est pas des petits cols qu'on enchaîne tous les jours comme au Ladakh ou au Népal. Tac, tac. Je n'ai jamais dépassé 3 semaines de trek. Est-ce qu'il y a une préparation spécifique à faire, quelle que soit la destination? On va dire bon, quand même plutôt avec du relief.
ou pas? Je pense que ça change rien. Que vous partiez 3 semaines ou 6 semaines, ça change rien, à part la rusticité dont on a parlé tout à l'heure. Mais en général, les gens se projettent, moi, avec les groupes, je voyais bien les gens se projetaient sur la fin de leur voyage. Et quand la fin du voyage arrivait, ils étaient contents d'arriver à la fin. Et quand c'était 15 jours, bah, le 13e, ils y pensaient. Quand c'était 21 jours, ils y pensaient le 19e. Et quand c'était les 5 semaines, ils y pensaient aussi 2 jours avant. Donc, quand on a envie que ça s'arrête, que c'est la fin, c'est toujours dans les 2-3 derniers jours avant la fin. Donc, que ce soit 3 semaines ou 6 semaines, ça change rien. Vous allez plonger dans votre voyage et vous penserez à la fatigue ou à la fin, vraiment toujours sur la dernière période. On reste au Pakistan encore. Aucun danger géopolitique au Pakistan. Tu en as parlé un peu dans l'interview justement avec les zones de montagne. Bon, le Pakistan a toujours cette mauvaise image avec des raisons. Hein. Sur certaines années, ça s'est pas toujours très bien passé. Mais là, dans les zones nord, dans les zones montagneuses, il y a un gros contrôle de l'armée. Les frontières sont quand même bien surveillées, puis elles sont pas toujours simples à couper. Hein. Quand vous êtes sur le Baltoro, passer les frontières, c'est assez compliqué. Déjà, l'Inde, c'est pas possible. La Chine, encore moins. Donc non, les risques. Quand vous êtes sur le Baltoro, il y a l'armée tous les 2 jours qui ont des camps sur le glacier. Donc ça reste quand même, c'est une zone plutôt tranquille, hein, je dirais. Donc après, je peux pas parler moi du sud du pays ou d'autres zones. J'y suis pas allé, je connais rien. Je pourrais pas dire. Mais les zones montagneuses, non. L'image est mauvaise, mais ça reste, pour moi, ça reste normal. Il y a Dominique qui nous dit bon, quand on est retraité pour faire de longs voyages, même si on a une bonne condition physique, elle est plus aussi bonne que quand on est à 20 ans. Est-ce qu'il est possible de prévoir des voyages plus lents? Alors, je sais pas ce que ça veut dire des voyages plus lents. Alors, vous n'êtes pas obligé de marcher vite. Hein. Il y a toujours, on est toujours une équipe, donc tout le monde n'arrive pas en même temps le midi ou le soir. Hein. Il y a des grands espaces des fois. Après, les voyages plus lents, oui, on pourra ajouter des jours, mais il y a des moments où on a des obligations liées aux zones de campement, liées aux zones de passage d'école. Donc, plus lent, il faudrait vraiment qu'on... Soit vous avez vraiment une chose en tête et on passe plus de temps et vous avez un groupe et on s'adapte à vos demandes, soit il va falloir s'adapter un petit peu à la proposition du voyage qui est conçue pour que ça reste accessible à tout le monde. Et puis, on s'arrangera sur le terrain après, quoi. Oui, puis en général, on essaye sur nos fiches techniques d'être relativement précis sur les attendus, mais je pense qu'effectivement, oui, tu as répondu au fait que si vous êtes un groupe de plus lents, on peut adapter le programme pour vous. Une question de Micheline, le contact avec les locaux se fait par interprète ou comment tu fais quand tu es en solo? Donc là, au Ladakh, les premiers solos que j'ai fait au Ladakh, c'était pas simple parce que j'avais un pauvre rudiment avec un petit carnet avec des mots, hein, puis on essayait de trouver quelqu'un qui parlait plus ou moins anglais, puis à la fin, on parle avec les mains, puis on parle toujours la même chose, et puis on rigole parce qu'on comprend rien, donc ça va. Au Népal, non, bah là, depuis quelques années, quand même, je me débrouille plutôt. Bon, je parle pas couramment, on peut pas dire ça, mais je me débrouille. Donc j'arrive à me faire comprendre, je comprends ce que veulent les gens, et la discussion, elle est plus sympa, et c'est quand même beaucoup plus facile. Donc ça aide. Donc tous les pays où on reste longtemps, on finit par avoir soit des rudiments de langue, soit on apprend carrément la langue. Donc ça aide beaucoup. Ça nous permet de, comme je disais dans l'interview, de faire l'interface entre vous et les locaux. Comme ça, les gens du pays, comme ça, vous pouvez avoir des réponses plus simples à des questions variées, quoi. Est-ce qu'il ne vous est jamais rien arrivé de malencontreux? Allez, si tu nous donnais un de tes pires souvenirs et un de tes meilleurs souvenirs. Une anecdote comme ça qui me viendrait à l'esprit. Ouais. Du pire et du meilleur. Alors, ça, c'est la question habituelle. Les gens veulent toujours qu'on raconte les trucs incroyables, que ce soit seul ou en groupe, des choses qui sont mal passées en général. Donc, c'est rare qu'il se passe quelque chose de mal. Après, là où c'est un tout petit peu compliqué, c'est que quand moi j'estime que ça se passe mal, pour une grande partie, ça fait longtemps que il serait grand temps d'arrêter. Donc on a mis la dose de ça se passe mal assez haute, et c'est pas toujours très bon parce qu'on n'a pas le recul qu'il faut. Mais oui, dans les trucs un peu bizarres où ça m'a calmé quand j'étais à la traversée du Népal avec Anne, j'ai traversé une première crevasse qui était un champ d'eau et de glace. Donc j'ai pris un grand mojito, je suis rentré à 6000 mètres dans l'eau, jusqu'au nombril, congelé sur le glacier, et 10 mètres après, je suis rentré dans une vraie crevasse là.
Et c'est le sac photo de devant et le gros sac à dos derrière qui reposait sur les deux lèvres de la crevasse, qui n'était pas large. Donc, je suis pas passé à travers et j'ai pu en reptation, j'ai pu sortir de la crevasse bien avant qu'elle n'arrive parce qu'on n'était pas au même rythme. Donc là, ça m'a calmé un peu. On a posé la tente et après, il a fallu se réchauffer toute la nuit, habillé dans le duvet, à manger tous les sneakers et les Mars que j'avais pour réchauffer tout ça. C'était un peu froid sur le glacier. Donc ça, c'était le truc un peu bizarre. Ah aussi, je me suis dit, ouais, non, là, on oublie ça, je n'ai pas envie d'en parler. Donc sinon, les trucs vraiment bizarres avec groupe, bah, c'est arriver au camp et puis se rendre compte que bah, y a pas de staff, il y a personne. Donc on dort dans un village chez les gens en vrac, en short, t-shirt, avec des petites couvertures, en mangeant bah, ce qu'ils nous donnent avec joie, mais des fois, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est en Éthiopie. Donc ça, sympa. Après, les super belles choses, les rencontres au Dolpo, à rester avec les gens, à discuter, à voir la traite des chèvres. Non, il y a plein de belles choses. Hein. Ça, c'est vraiment... En général, les plus belles choses, c'est les rencontres. Après, quand vous arrivez à voir à la jumelle un léopard des neiges de très loin, un jeune, bah, évidemment, ça vous marque un petit peu, même si vous rêveriez de les voir en vrai, et des adultes. Mais des belles choses, il y en a sur chaque voyage. Donc, c'est difficile à faire un choix. Je pourrais pas dire. Puis des mauvaises, en général, il y en a pas. Et puis, on les oublie parce que c'est pas partie des choses les plus intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est les rencontres et les belles choses qui marquent. Quel a été ton plus beau voyage? Et puis après, il y a une question, alors est-ce que c'est lié, mais je te la pose déjà. Quels sont les 3 voyages d'aventure les plus intéressants que tu recommandes? Donc, 1, quel a été ton plus beau voyage? Et 2, quels seraient les 3 voyages que tu trouves, toi, les plus intéressants? Oui, bien sûr. Hein. Alors, les 3 plus beaux voyages, déjà, je peux pas répondre à ça, c'est quasiment impossible. On pourrait faire à la rigueur les 3 plus beaux voyages dans les zones que j'aime. Mais on va dire, dans le Sahara, le plus beau voyage, ça serait certainement dans l'Enedi, au Tchad. Donc ça serait le must pour moi. Après, si je passe au Népal, bah, ça serait certainement le Haut-Dolpo, ou alors la liaison qui vient du Makalu au Kanchenjunga. Là, c'est les 2 plus beaux endroits que j'aime, pour des raisons différentes, et ça ne se ressemble pas du tout. Mais ça, c'est les plus belles choses que j'aime. Et puis, il y a tellement de belles choses. Madagascar, bon, voilà, il y en a partout. Et puis en Éthiopie, quand je faisais les grands voyages qui faisaient Simien Salibella, là, c'était assez incroyable. Donc, on va arrêter là parce que sinon, on en est parti pour la liste. Avant de conclure, il y a eu quelques questions sur des photos, sur la photo en général. Quel est ton matériel? Est-ce qu'il y a une évolution de ton matériel photo au fur et à mesure des années? La qualité de ton image est toujours au top. Ça, c'est Hugues. Oui, bonjour Hugues, je vois très bien qui c'est. Donc le matériel photo a évolué, il n'y a pas bien le choix. Faut oublier, partir avec des pellicules. Je dirais même pas en rêve. Parce que vu ce qu'on ramène comme photo, il nous faudrait un porteur de pellicule. Maintenant, ça serait pas possible. Et puis le scanner à la maison et tout ce qu'il y avait avec, c'était quand même bien long. Hein. Donc j'ai pas de regrets. Je vis pas dans le passé. Je suis passé au numérique quand il a fallu, parce que c'était plus jouable avec le prix des pellicules et les développements. Après, le meilleur appareil photo qui existe, bah, c'est celui qu'on a avec soi. Hein. J'ai fait des belles photos avec des smartphones qui ont servi, on va dire. Hein. Quand les gens ne savent pas que c'est fait qu'un smartphone, bah, ils trouvent que c'est beau. S'ils savent que c'est fait qu'un smartphone, ils diront bah, c'est facile, je peux faire la même. Donc non, c'est le matériel que vous avez avec vous, une belle lumière, un sujet et puis un petit peu d'œil. Et puis avec ça, vous ferez des belles images. Ça, il n'y a même pas de souci là-dessus. Après, moi, souvent, j'essaie de me balader avec un drone dans les zones où on a le droit. Et quand je suis avec du monde, je demande si je peux le sortir. Ça fait du bruit, c'est quand même pas super sympa. Mais ça permet de faire des angles de vue qui sont radicalement différentes et qui sont un complément à la photo au ras du sol. Là, on a une perte d'image du côté de Laurent, mais on t'entend parfaitement. Tu nous entends, Laurent? Ah ouais, très bien. Je suis désolé si je n'ai pas beaucoup au fin fond de la montagne. Des fois, on manque un peu de ça y est. vitesse. Ouais, je te revois. Non, effectivement, mais en tout cas, on a parfaitement entendu ta réponse. Pour conclure, Sylvie demande si tu as un projet de prochain voyage. Tu en as parlé un peu à la fin. De notre entretien, est-ce que tu aurais des choses à ajouter? Et après, on fera un petit focus sur la France pour conclure. Bah, le prochain voyage avec Tamera, ce sera outre la France, parce que peut-être en juin les Pyrénées, comme on disait.
mais ça devrait être le Gondogoro au Pakistan, et après le Bhoutan et certainement un petit Népal novembre-décembre. Oui, alors il y avait une question, moi je te laisse y répondre. Avec quelle agence, je crois, tu pars au Népal et au Ladakh? Alors au Ladakh, tu pars plus trop. Au Ladakh, je pars plus trop, mais j'ai des amis, mais c'est une question, oui, c'est difficile à répondre pour le Népal, parce que oui, j'ai une agence avec qui je pars. Après, selon le voyage, si ça a été monté autrement par Tamera, par vous, ce ne sera pas l'agence avec qui je travaille. Si c'est un voyage que j'ai monté, ça sera avec les amis avec qui je travaille depuis des années. Donc, j'ai pas de nom particulier à donner. Si un jour vous avez besoin, on se contactera, puis on verra pourquoi vous voulez savoir avec quelle agence je travaille, parce que c'est pas ce qui manque au Népal. Je pense que l'idée, c'était… oui, toi, tu as une agence qui s'appelle Tekenesi, on va Ouais. dire, donc tu as… Bon, c'est un site, je suis pas une agence. C'est un site. Pas de... Non, c'est un site, pardon. C'est un site. Voilà. Donc, bon, en tout cas, voilà, si vous avez des questions sur les prochains voyages à Laurent, c'est soit sur son site Tekenesi, soit évidemment par nous, on se fera un plaisir de les lui renvoyer. Alors, effectivement, la France, donc, avec toute cette pandémie, on s'est bien sûr posé la question chez Tamera et plus largement chez Secret Planet de ce qu'on avait comme légitimité à faire en France. Vous savez qu'on a une école de l'aventure, on organise des stages d'alpinisme, polaire, un certain nombre de petites choses, mais très, très courtes et plutôt en préparation d'expédition. Et donc, en y réfléchissant avec David et Laurent, on se serait dit que pourquoi pas essayer de reconstruire des grandes traversées sur notre continent européen et en France en particulier. Donc, on a effectivement deux projets, un dans les Pyrénées et un qui tient à cœur de Laurent en Savoie. Est-ce que tu peux en dire deux mots peut-être? Ouais. Donc oui, donc l'idée c'était si on peut pas toujours trop voyager, on peut moins voyager, il y a quand même des choses à faire par chez nous. Donc moi j'habite quand même au cœur de la Vanoise, juste à l'entrée, donc pourquoi pas repartir en Vanoise? Ça fait un moment que j'ai pas, j'y vais tout seul, mais j'ai pas encadré en Vanoise depuis très très longtemps. Et puis tout le monde propose des Vanoises que je trouve toujours trop courtes, des 5 jours, 6 jours, voire 7 jours. Et réduire la Vanoise juste au cœur du parc et en laissant tout le côté agro-pastoral ou lié à la montagne, je trouvais ça un petit peu court. Donc en sortant les cartes et en regardant les possibilités de refuge et d'hébergement, il est assez facile de faire un grand tour de la Vanoise, parce qu'il faut toujours mettre un nom, qui nous occuperait pendant 19 jours de trek. Donc je pense qu'on peut faire des belles choses près de chez nous, avec des temps qui ressemblent au temps que l'on doit prendre pour découvrir un immense massif ou un milieu plus large que ce qu'on nous propose toujours, ou comme on a parlé dans l'interview, on essaie toujours de faire la chose la plus rapidement possible pour l'avoir fait. Donc moi, je vais vous proposer 19 jours en Vanoise. Pour certains, ça semblera trop, pour d'autres, ça sera juste le temps parfait. Donc j'espère juste qu'on trouvera assez de monde pour faire un départ, je pense, vers la fin de l'été de cette année. En termes de grandes traversées, la traversée des Alpes dans sa totalité, tu y penses, soit pour toi, soit dans un projet plus large? Alors là, je sais plus comment s'appelle la Via Alpina qui part de l'autre côté de la Suisse et qui finit en Méditerranée. Ouais, j'y ai pensé. C'est 4-5 mois, ça fait une belle période. Alors avec des groupes, j'ai jamais pensé ce que c'est long. Et on se rend compte au final que quand vous passez d'un refuge à un autre dans les Alpes, le budget il est vraiment conséquent sur 5 mois, donc on peut dormir sous tente évidemment régulièrement. Mais il y a un moment où on est quand même proche des refuges. Et il est plus facile pour moi de partir à l'étranger 4-5 mois, ça me coûte moins cher que de faire traverser des Alpes de refuge en refuge. Donc la Via Alpina, oui, je l'avais en tête. Ça fait partie des choses intéressantes, ou faire par tronçon, je ne sais pas encore. Eh bien, écoute, on arrive au bout de cet entretien. Là, il est 19h03, on est parfaitement dans les temps. Laurent, merci mille fois. Est-ce que tu as un mot à ajouter de ton côté? Merci à toute l'équipe Tamera, puis à Eric d'abord, parce que c'était quand même bien sympa cette interview, puis maintenant après les questions-réponses. Moi, je vous incite à repartir en voyage dès que ça sera possible, mais peut-être en changeant pour ceux qui ont l'habitude de prendre des voyages pas plus pointus, mais plus longs, dans des zones
qui vous intéresse vraiment et dans lequel vous voulez passer du temps pour découvrir un peu plus et le milieu et surtout les gens qui y vivent. Parce que quand vous passez vite devant chez eux, ça va une fois, 2 fois, 100 fois, à la fin, ils ne comprennent pas bien ce que vous faites là. Donc prenez le temps. Nous, c'est un peu notre spécialité de prendre le temps. Donc vous venez nous rejoindre et puis on vous emmènera dans les coins les plus sympas. Et en général, on nous demande des fois, c'est la question qui est un petit peu étrange. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment bien là où vous nous emmenez? Vu qu'on est avec vous, il y a de grandes chances que ce soit bien intéressant, parce qu'il n'y a aucune raison que j'aille dans un coin qui ne me plaît pas. Donc si je viens et que vous êtes là, c'est qu'en général, ça me plaît. Merci mille fois, Laurent. On a un avant-goût de ta passion et de ce que ça peut être de vivre plusieurs semaines à tes côtés. Et ça doit être un grand bonheur. J'attends de pouvoir le faire moi-même avec impatience. Voilà. Merci à tous d'avoir été présents. Je remercie, j'oublie souvent, alors je le fais 2 fois plutôt qu'une, Thibaut à la régie et Clémentine à la com. Merci à tous et à dans 15 jours, donc avec Barbara qui reçoit donc Caroline Riegel. Merci. Au revoir à tout le monde. Ciao. Ciao.